Berceau de la vie, immensité captivante et hypnotique, aux sources de nos fantasmes et de nos envies, renfermant des mystères et des richesses. L'océan est un allié indispensable à nos existences, à condition de le respecter. Et au-delà des atteintes qu'il subit depuis des décennies à cause du modèle de développement des humains, jusque dans ses profondeurs les plus extrêmes où l'obscurité s'ajoute au silence et où règne une multitude vivante méconnue, des menaces d'exploitation font craindre le pire. À l'occasion du festival Atmosphère, qui se tient cette semaine à Courbevoie du 9 au 13 octobre et dont le thème cette année est l'océan, nous avons le plaisir d'accueillir la marraine de l'événement, Claire Nouvian. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes militante écologiste, fondatrice de l'association Bloom, association en lutte contre la destruction des océans, on peut dire ça ? Oui, absolument. Océan, climat et donc humanité. Et avec nous, Gaëtan Nock. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes auteur, dessinateur de BD et de romans graphiques. On vous doit notamment l'album Octopolis, une plongée dans les profondeurs, paru aux éditions Daniel Maguen, et à découvrir au Festival Atmosphère une sélection coup de cœur de vos planches originales d'Octopolis, c'est ça ? Tout à fait. Il y a une expo avec les carnets des planches originales. Voilà. On aura l'occasion d'en parler. En tout cas, bienvenue à toutes et à tous dans votre magazine de l'environnement sur France Culture en direct, en partenariat avec le journal Le Monde, émission préparée par Corinne Amar, avec la collaboration de Lily Cornaer, Vanessa Chang et celle des équipes de documentation de Radio France, émission réalisée par Alexandra Malka, avec à la technique Alexandre Dang. Un mystère, 3000 mètres sous la surface de la mer. Ce globe doré à l'apparence soyeuse a immédiatement suscité l'étonnement des scientifiques. Est-ce que c'est une espèce d'éponge de mer ? Je ne sais vraiment pas quoi te dire. Ils opèrent un robot explorateur depuis ce navire à la surface et se retrouvent aussitôt confrontés à la limite de leurs connaissances. J'espère juste qu'il n'y a pas un truc qui va en sortir tout à coup. Ce serait un bon début de film d'horreur. Décision est prise de s'approcher malgré tout et de l'effleurer. Ok, on va le chatouiller un peu. Ah, c'est friable. Plus on regardait et plus ça nous paraissait étrange, et moins on comprenait ce que ça pouvait être. Alors on a décidé de remonter des échantillons pour l'analyser à notre retour. Éponge, corail, œuf d'une espèce inconnue, les pistes et les fantasmes sont nombreux. Une seule certitude, il s'agit bien d'une espèce d'origine biologique. Pour les experts, la découverte n'est pas si étonnante, les abysses ont encore énormément de secrets à livrer. C'était un reportage diffusé sur France 2 le 10 septembre 2023. Claire Nouvian, sans refaire le déroulé de votre vie riche en combats et en engagement, racontez-nous peut-être votre premier contact à vous avec ce monde-là, ce monde des abysses et la découverte d'espèces qui y vivent et souvent insoupçonnées. Mais merci de me replonger dans tout ça, parce que c'est vrai que dans notre combat très politique, très difficile, en réalité, contre des systèmes institutionnels et industriels immensément cyniques et criminels, on oublie les raisons pour lesquelles on se bat, en fait, qui sont quand même en partie la préservation d'abord du vivant, parce qu'il a le droit d'être là et parce qu'on n'a pas à être au-dessus et de se donner le droit de tout écraser. Et évidemment, de la rationalité aussi. C'est-à-dire c'est complètement fou de détruire des choses qu'on n'a pas du tout d'intérêt à détruire. Et donc j'ai découvert les grandes profondeurs des océans par une visite à l'aquarium de Monterey en Californie. Ça a été un grand choc. J'ai commencé à faire mon livre. C'était quand ça ? C'était dans les années 2000, en 2000. Et je faisais un film à l'époque, et donc j'ai commencé à plonger vraiment dans cet univers. Et à force de travailler avec tous les chercheurs américains et tous les chercheurs internationaux, y compris des Lifremer en France, au Japon, etc., un chercheur américain m'a invité à participer à une plongée profonde à bord d'un submersible et non pas un robot avec un câble. Vous voyez, donc déjà j'avais fait plusieurs plongées au sens où j'étais sur un navire océanographique en surface
et les pilotes manipulent un D'accord. robot. Donc c'est déjà émouvant parce qu'on voit le retour vidéo sur les moniteurs dans la salle de contrôle, mais nous on reste quand même en surface et c'est quand même dingue hein, déjà. Mais ensuite ce chercheur, Marsh Youngbloth, m'a donné une chance de monter à bord d'un submersible et de plonger à 1000 mètres de profondeur dans des canyons sous-marins au nord-est des États-Unis. Et là, oui, en fait, vraiment, j'ai pas pu en parler pendant très longtemps sans pleurer. En fait, l'émotion était trop forte. J'ai vraiment mis du temps à pouvoir accéder à la parole sans être débordée par l'émotion primale que j'ai ressentie, notamment en découvrant les poulpes à oreilles. Les fameux poulpes à oreilles qu'on appelle Dumbo Octopus en anglais et qui sont des poulpes à oreilles, il y en a plein de différents, donc en fait ce ne sont pas des oreilles, ce sont des nageoires. D'accord. Mais, et nous on en a attrapé un pour des raisons scientifiques, un petit poulpe à oreilles qui s'appelle Staurototis cirtensis, trop mignon j'avoue, rose, délicat. C'est une membrane toute fine comme ça et on a gardé ce poulpe dans une chambre froide du navire pendant plusieurs jours. Et les chercheurs l'ont regardé sous toutes les coutures et moi je l'ai photographié sous tous ses angles. Chambre froide parce qu'il fait extrêmement froid dans son milieu naturel. Il fait froid, ouais. Il fait combien à peu près? Il fait entre 0 et 2 3 degrés. Ouais, c'est ça. Et donc on le gardait dans cette chambre froide et j'ai pu le regarder sous toutes ses coutures. Et en fait vraiment, c'est l'image de la délicatesse. En fait, rien que la membrane du poulpe est tellement... Elle est translucide, elle est toute légère et on voit que cet animal vit dans un environnement où il y a très peu de courant, il n'y a pas de prédateur immédiat pour lui. Tout, il vit au ralenti. C'est vraiment... C'est la beauté. C'est la beauté. Monde de beauté. Et je me suis dit que rien que pour lui, ça méritait de se battre contre les chalutiers industriels qui vont tout ravager. Donc vous étiez à entre 400 et 1000 mètres au large du Massachusetts, dans un canyon où il y avait, comme vous disiez, c'est à la fois la beauté et la fragilité. Je précise pour nos auditeurs que quand vous parlez de vos combats, vous avez été couronné par le prestigieux prix Goldman en 2018. C'est l'équivalent du prix Nobel pour les causes environnementales. Donc, 25 ans de combat à peu près vous avez à votre actif? Ouais, une vingtaine d'années déjà, puisqu'on va fêter nos 20 ans là en 2025. Et en effet, le prix Goldman, c'était justement pour la préservation des océans profonds et la lutte contre le chalutage en eau profonde, ces énormes machines industrielles insensées, où on faisait vraiment se rencontrer les technologies les plus brutales, les plus dévastatrices, avec les écosystèmes les plus fragiles et les plus préservés, jusque-là, historiquement, de nos méchantes pattes. Oui, on aura l'occasion d'en parler dans l'émission. Alors, de votre côté, Gaëtan Nock, gamin de la Bretagne, quelle relation entreteniez-vous avec les questions environnementales et l'océan avant de commettre Octopolis ? Je ne peux être qu'humble face à la démarche de Claire Le Vouillant. Voilà. Moi, mon rapport à la mer, au départ, il est sensible. Je pense comme beaucoup de gens, en tant que Breton, voilà, j'ai nagé dans la mer et j'adorais nager au large. Vous l'aviez sous les yeux. Et pour moi, c'était quelque chose à la fois de fascinant, parce que c'était l'immensité, et en même temps quelque chose d'un peu angoissant, parce que avec mes frères, on partait au large, et au bout d'un moment, l'eau refroidissait, puis on voyait le fond qui se troublait, voire qui noircissait. Donc on avait un peu peur, donc on rentrait. Voilà. Et voilà, la mer, j'avais envie de la raconter à travers la bande dessinée. Je voulais faire un pendant, au Grand Cerf, qui est le roman graphique que j'ai fait auparavant, qui était adapté de Claude Huizinga et qui défendait la nature sauvage dans les Vosges. Et là, j'ai un petit problème de voix. Allez-y, prenez un petit peu du thé qui est juste à côté de vous. Et j'en profite justement pour donner un petit résumé quand même pour nos auditeurs de votre album Octopolis, qui est un thriller scientifique et écologique, qui part du Muséum national d'histoire naturelle qui est situé à Paris et qui nous entraîne sur l'île de Clipperton dans les abysses de l'océan Pacifique. Vous disiez que vous aviez ce rapport-là enfant avec la Bretagne, et cet album qui vient... répondre à des envies ou une ambition particulière, justement? J'avais envie de peindre un paysage qu'on ne connaît pas, un paysage de l'invisible, en fait, tout simplement. Parce qu'à partir de 1000 mètres, c'est une zone aphotique, c'est-à-dire l'absence est totale de lumière. Les masses
d'eau sont tellement présentes que ça fait une muraille. Et moi, je trouve ça génial, en fait. C'est-à-dire qu'il fait plus noir que dans l'espace. Et donc, il y a tout un monde qu'on ne connaît pas. Moi, j'ai lu qu'on connaissait que 20% de l'océan profond. Qu'il y a tout un travail de cartographie qui est engagé. Et j'avais envie de peindre ce paysage comme c'est une terra incognita. Hein. De toute façon, je pense qu'on ne fait pas un contresens en parlant de terra, parce qu'on va jusqu'au dorsal océanique, et là où sont notamment les fameux nodules polymétalliques, et là où est aussi, visiblement, a priori, l'origine de la vie. Avec les sources hydrothermales, notamment. Eh oui. Alors, bien sûr, vous nous racontez une histoire, une fiction. Hein. Une jeune femme, Mona, qui découvre que son père, paléontologue spécialiste des céphalopodes, a disparu. Et là, ça entraîne le lecteur dans des recherches. Lui-même, le père avait découvert un phénomène en plongeant au large d'une île perdue dans l'océan Pacifique. Et tout cela avait ouvert probablement des appétits. Donc, sa fille part à la recherche du père. On ne va rien dévoiler de plus, mais on va entrer au fur et à mesure avec vous dans ce très très bel album où on découvre vraiment cette vie incroyable dans ces grands fonds et des éponges aux groseilles de mer en passant par les sténophores, le nautile, etc. Et tellement de belles espèces luminescentes. Claire Nouvian, à l'image de Gaëtan Nock, qui va nous en parler aussi, tous les deux finalement ce sont des chercheurs, d'éminents spécialistes qui vous ont offert dès le début de découvrir cet univers. Est-ce que vous les considérez, eux, peut-être comme les premiers alerteurs, avec des photos qu'ils prenaient à l'époque déjà ? Alors, très clairement. Enfin, moi, ça a été vraiment tout à fait marquant. Je peux même presque mettre une date là-dessus, puisque pendant que je faisais mon livre, j'ai décidé de faire mon livre par amour comme vous, par amour en fait de ce qui existe dans l'eau et dont on n'avait absolument pas connaissance, sous ces formes de vie incroyables. J'étais fascinée, mais en faisant mon livre, j'ai découvert l'existence donc des machines de guerre industrielles pour attraper des poissons. Ça n'avait aucun sens. Et on passait dans des environnements avec des coraux multimillénaires qui ont le record de longévité sur Terre des animaux. Et ça, c'est un chercheur qui m'a éclairé là-dessus. Il s'appelle Les Watling. Il est professeur à l'université de Hawaï. Et on était dans un symposium de chercheurs, en fait, à côté de l'Institut océanographique de Southampton. Il y avait tous les chercheurs qui s'occupent de profond, en fait, dans le monde. Donc, en gros, une communauté de 300 personnes très heureuses. Il y avait Daniel Pauly aussi, ou pas ? Daniel Pauly, non, puisque lui, il s'occupe vraiment de fishery science en général, c'est-à-dire la science halieutique au sens très large. Grand défenseur lui aussi. Vraiment, c'était un deep sea symposium. C'était un symposium vraiment sur le profond. Et on était tous, on avait écouté des communications scientifiques très intéressantes. Et le soir, au moment du repas, Les Watling m'a ouvert son ordinateur et il m'a montré les images qu'il avait filmées sur des monts sous-marins, donc des montagnes qui sont comme des volcans, mais dont le sommet ne dépasse pas la surface de l'eau. Donc, c'est une montagne engloutie, en fait, et qui sont des endroits où, évidemment, les courants marins tournent autour du mont sous-marin. Donc, en fait, il y a beaucoup de courants. Donc, il y a de la vie, il y a des coraux, il y a des éponges, il y a toutes sortes d'animaux. Et il m'a montré des monts sous-marins sains, où il y avait toutes des communautés animales incroyables. Et il m'a montré ce qu'ils avaient découvert. C'était des monts sous-marins à côté, qui avaient été ravagés par des chaluts industriels qui avaient raclé sur les fonds. Il n'en restait plus rien, alors qu'il avait fait des recherches. Il s'était rendu compte que les traces qu'il avait filmées, c'était le passage de chaluts soviétiques 20 ans plus tôt. Ah, d'accord. Rien n'avait repoussé. Et donc, il m'a montré ça, je me souviens très bien, parce que tout à coup, le monde s'est obscurci. Et je suis vraiment... ça a tout changé, en fait. C'était le choc. Ça a été vraiment... Et je me souviens même, sur le banc, je me souviens exactement où ça s'est produit. Et là, j'ai switché. En fait, je me suis dit, OK, c'est pas possible. Ça doit prendre fin. Il faut que ça s'arrête. Gaëtan Nock, vous, ce sont les chercheurs du muséum qui vous ont ouvert leur labo ? Alors, il y a eu plusieurs personnes. Ça a d'abord été l'entrée. Alors, paradoxalement, ça n'a pas été par l'image, ça a été par un texte. Peter Godfrey Smith, Le Prince des profondeurs, le titre en français.
qui raconte, c'est un philosophe des sciences en fait, et par ses mots, il raconte l'évolution du vivant, la naissance du vivant dans les océans, et il en arrive à son expérience et la découverte d'un site qu'il a nommé Octopolis, où se regroupent des poulpes, alors que le poulpe est un animal plutôt solitaire. Et ça m'a passionné, et ça a été le point de départ pour justement scénariser cette bande dessinée, ce roman graphique. À la suite de ça, je voulais rencontrer parce que moi, dans mes projets, j'aime bien toujours aller au contact avec des spécialistes, des experts, parce que moi, j'y connais rien. Et donc, j'ai rencontré des experts au Muséum d'Histoire Naturelle, Laure Bonneau-Ponticelli, spécialiste des céphalopodes, Isabelle Rouget, paléontologue aussi, en céphalopodes. Vous savez, quand vous mettez les pieds dans un lieu, après, on vous présente plein de gens. Et du coup, j'ai dessiné là-bas, et notamment aussi toute la partie galerie des espèces en voie de disparition, qui est passionnante. Alors, c'est que de la taxidermie, évidemment, mais ça m'a beaucoup inspiré. C'est ce qui conclut d'ailleurs l'album avec ce carnet des espèces en voie de disparition. Et il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Et vous savez qu'il y a une pieuvre des profondeurs qu'ils ont trouvée comme ça dans le canyon de Monterey, qui est restée 3 ans à couver ses œufs sans se nourrir. Ils sont venus, mais pendant 3 ans, ils plongeaient, ils voyaient toujours la même pieuvre au même endroit qui n'avait pas bougé. Elle a couvé ses œufs pendant 3 ans, vous vous rendez compte ? C'est incroyable. Et alors, quand Gaëtan Nock parlait de taxidermie, vous avez travaillé, je crois, Claire Nouvian, avec un taxidermiste du muséum, Christophe Gautini. Ah oui, Christophe Gautini, c'est une belle aventure humaine. Le grand taxidermiste du muséum qui a fait d'ailleurs toute la grande galerie de l'évolution et toutes les espèces qui sont naturalisées, et qui est un homme absolument génial. Et on s'est amusé à se mettre un défi d'essayer de présenter des animaux des grandes profondeurs quand j'avais fait mon exposition sur les abysses au Muséum d'Histoire Naturelle. Et c'était très compliqué parce que j'avais des spécimens que les chercheurs m'avaient confiés. Et on voulait les montrer, mais sans justement les sécher. On voulait les garder dans l'eau, mais les suspendre pour faire comme si. En fait, ça marchait vraiment bien. Christophe a été tellement talentueux. Il avait mis des fils comme ça en nylon. On avait un éclairage qui était très directionnel. Et du coup, c'est vrai qu'il y avait des enfants qui rentraient et qui disaient « Ah, maman, les animaux sont vivants !» Non, il arrive de 4000 mètres de profondeur. Celui-là, il est absolument plus vivant. Mais oui, c'était extraordinaire. Alors, qu'est-ce qu'on trouve justement, en dehors de ce dont vous avez commencé à nous parler depuis le début de l'émission, qu'est-ce qu'on trouve dans ces zones d'obscurité, alors totale ou pas? Est-ce qu'on est plongé vraiment dans une nuit profonde à partir de quoi, 1000 mètres, où il fait 2 degrés? Oui, c'est ça. Et alors, je ne sais pas, je prends la parole, mais... Allez-y, Gaëtan Nock. Moi, ce que j'ai découvert aussi au fur et à mesure de l'album, c'est les espèces de céphalopodes. Le vampire Ototis infernalis, qui est un petit céphalopode de 30 cm de long. Alors, on l'appelle le vampire des abysses. Alors, ça fait peur, mais en fait, il est complètement inoffensif. Il a des très grands yeux pour sa taille. Et comme la pieuvre Dumbo, il a des membranes, ce qui fait qu'il flotte. En fait, la stratégie des espèces qui survivent dans les abysses, c'est ce que j'ai lu, c'est que, évidemment, comme il y a très peu d'oxygène, très peu de nourriture et qu'il fait très froid, il faut qu'ils dépensent le moins d'énergie possible. Donc, la survie a fait qu'ils ont développé ces membranes qui leur permettent de flotter. L'adaptation et l'évolution. Et puis, il y a une chose qui me fascine, moi, c'est la bioluminescence. C'est assez génial. C'est-à-dire que les stratégies de survie, justement, de ce petit vampire Ototis, c'est qu'il fait un petit balai avec ces petites lumières qui s'allument au bout de ses bras. Alors, techniquement, c'est la rencontre entre une enzyme et une protéine qui, associée à l'oxygène, crée de la lumière, mais de manière froide. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'incandescence. Donc, c'est génial, déjà, comme invention. C'est les animaux, c'est pas nous. On n'a pas ça. Non, nous, on étudie. On étudie, on s'inspire du vivant non humain. Voilà. Et donc, il a toute une stratégie comme ça de survie, de défense à partir de ce balai pour impressionner peut-être un futur prédateur ou peut-être un moyen de communiquer, peut-être pour trouver l'âme sœur, voilà. Mais il envoie aussi, dans la deuxième phase, quand il se sent trop attaqué, il envoie aussi un gel bioluminescent sur son ennemi, parce que dans les abysses, visiblement, si on est visible, on est mort. Donc, il vaut mieux être dans le noir complet. Et puis, sa troisième stratégie, c'est la position de l'ananas. Oui, il replie toutes ses membranes et au-dessus de sa tête. On appelle ça la position de l'ananas. Donc voilà, ça m'a fasciné. Il y a la pieuvre de verre aussi, qui est une pieuvre transparente. Ça, c'est assez génial, c'est magnifique, de poésie.
Enfin voilà, je laisse Claire parler parce qu'elle est fascinée aussi. On va faire une émission spéciale, des heures et des heures. J'ai lu pendant des années juste des guides sur les céphalopodes le soir. J'adore les céphalopodes. En tout cas, on découvre aussi dans Octopolis les chaînes de montagnes océaniques, les fumeurs noirs, les sources océaniques, les vers géants, tout ça en symbiose avec des bactéries, une chimère, les plaines abyssales, et les lacs, et on est vraiment effectivement dans ces grands fonds avec ces animaux au métabolisme plus lent et qui vivent plus vieux et qui du coup nagent plus lentement, donc sont des proies faciles, et donc à eux de développer, comme vous disiez, des stratégies pour se protéger. Et en même temps, certains modes de pêche détruisent tout, comme vous le disiez, Claire Nouvian, écosystèmes, coraux, et le reste, c'est bateaux-usines dénoncés par des citoyens, comme à Saint-Malo, par exemple. Écoutez ce reportage diffusé sur France Info le 15 février 2024. Sur le port de Saint-Malo, une chaîne humaine pour protester contre la pêche industrielle et son symbole, l'Annelis silena, tellement gros qu'il n'entre pas dans le port de Saint-Malo. Sous les fenêtres de la sous-préfecture d'Ille-et-Vilaine, les associations écologistes à l'origine de la manifestation dénoncent des pratiques destructrices. C'est aussi des quotas de pêche qui ne sont pas redistribués à la pêche artisanale. On a une pêche qui, en permanence, pousse au gigantisme, favorise toujours les plus grands, à qui on donne plus de quotas, plus de subventions, plutôt que les petits. L'Annelis silena est le plus gros chalutier d'Europe, capable de capturer 400 tonnes de poissons par jour. La compagnie des pêches de Saint-Malo y a investi 15 millions d'euros. Le navire mesure 145 mètres de long, 13 fois la taille moyenne d'un chalutier français. Comme sur ces images d'avant 2007, le navire doit être équipé pour transformer à bord du merlan bleu en pâte de poisson. Inadmissible pour ce coquillet normand alors que les quotas sont réduits pour préserver la ressource. On nous dit là, faut se calmer sur certaines espèces. C'est un bateau qu'on va venir voir chez nous pêcher du maquereau et qui va en pêcher peut-être 100 tonnes en 3 jours ou 4 jours. Alors que moi, je vais en pêcher 40 tonnes à l'année. Les associations environnementales demandent au Conseil régional de Bretagne le retrait de sa feuille de route pour la pêche, qui doit être votée demain. Elle serait trop favorable à la pêche industrielle. Claire Nouvian, où en est-on sur ce terrain-là? Alors, c'était il y a quelques mois, c'était en février. Oui, alors c'est en effet une manifestation que ma collègue Laetitia Bizio avait organisée, parce que c'est elle qui avait révélé le scandale de cet immense chalutier de 145 mètres, un petit peu plus, qui allait être exploité par la France et par la compagnie des pêches de Saint-Malo pour faire du surimi, alors que 400 tonnes de poissons par jour pour un seul navire, ça veut dire 400 000 kilos, il faut bien se mettre ça en tête. Et ça, ils peuvent l'attraper en une journée, parfois même une demi-heure, 1 heure de pêche. C'est ce que capturent dans le même temps, en fait, 1000 pêcheurs artisans. Donc vous voyez qu'on a un problème qui est purement politique, qui n'est rien d'autre que politique. C'est qu'on fait le choix du gigantisme, on fait le choix des chaînes industrielles de production alimentaire pour des objets alimentaires d'ailleurs dont on n'a absolument pas besoin, parce que nous, le Nord, franchement, on n'a pas besoin de protéines animales supplémentaires et certainement pas venant de la mer en fait. Donc on peut faire le choix de manger un peu de poisson de façon très 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 rationnelle et rare, mais seulement si ça vient de méthodes de pêche artisanales, douces et côtières, en fait. Donc là, on est sur ce bateau Annelis silena. En ce moment, il est au Chili. Voilà, ce sont des énormes prédateurs mondiaux qui sillonnent l'ensemble de l'océan mondial et qui, avec leur immense gueule, j'ai envie de dire, vraiment avalent tout sur leur passage. Et c'est insensé d'avoir fait ces choix. C'est insensé d'avoir construit ces navires avec de l'argent public. Non mais ça fait mal, mais c'est bien ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que quand on mange d'ailleurs des poissons industriels qui sont vendus par la grande distribution, on contribue en fait de toute façon, qu'on le veuille ou non, à alimenter cette pêche industrielle qui n'existe que parce qu'on donne nos impôts. On a payé dans le passé la construction de ces navires et on continue à payer par la détaxe sur le carburant dont ils bénéficient. On paye leurs notes de gasoil. Donc en fait, il faut se représenter une chose, vraiment, j'insiste très très spécifiquement sur ça. Si on ne payait pas avec de l'argent public, avec des subventions publiques, leurs notes de gasoil, ces énormes navires, comme les chalutiers qui raclent les fonds,
n'iraient pas pêcher. Demain matin, le problème serait réglé. Alors, on doit absolument sortir de ces énormes bateaux et du chalutage qui raclent les fonds, etc., de façon progressive, parce qu'il ne s'agit pas de générer une crise sociale, absolument pas. Mais si on prévoit la transition, si on l'organise, cette transition... Et défendre la filière qui, elle, on l'entendait dans le reportage, ne demande qu'à vivre d'une pêche respectueuse. Mais bien sûr, en fait, vous savez, la pêche, c'est exactement comme l'agriculture. En fait, on a des producteurs qui se retrouvent piégés dans un système qui les a beaucoup appauvris, d'ailleurs, avec le temps. Et aujourd'hui, ils sont menottés par, en fait, une représentation politique qui ne représente pas du tout et qui ne défend pas leurs intérêts. La petite pêche artisanale est littéralement sans représentation politique. Et du coup, ces individus sont broyés. D'ailleurs, les pêcheurs artisans français, la petite pêche de moins de 12 mètres, vertueuse, ces individus sont autant broyés par les pêcheurs industriels que les écosystèmes marins. Donc, en fait, l'argent est le nerf de la guerre dans cette histoire. Et on ne doit pas, nous, tolérer que en fait, c'est un transfert de richesse de secteurs de l'économie qui sont producteurs de richesse. On prend la richesse créée par votre travail, ton travail. Je te tutoie d'un coup, là, comme ça, voilà. Gaëtan. Claire, nous viens tutoie Gaëtan. Tout à coup, je viens de décider de tutoyer Gaëtan, qui m'est fort sympathique. Et donc, voilà, ton travail, mon travail. On crée de la richesse, on prend cet argent et ce transfert de richesse, on va vers des systèmes qui sont non productifs et qui sont, eux, des destructeurs de richesse, d'emplois, d'écosystèmes, de climat. Ça n'a aucun sens. Donc des choix qui se prennent à l'échelle des pays. Ça se prend à l'échelle des pays, des administrations centrales, des gouvernements et évidemment de l'Union européenne. Et ce système-là, qui marche sur la tête, qui n'a aucun intérêt, c'est-à-dire même pas les emplois, puisqu'ils détruisent aussi les emplois, ce système prendra fin, c'est sûr. Et la question, c'est quand ? Et pendant ce temps, bien sûr, il y a tout un travail qui est mené aussi pour renseigner, cartographier ces fonds marins avec des moyens techniques nouveaux, les satellites, les drones, les submersibles, les robots sous-marins, les Nautilus, les observatoires. Écoutez justement ce reportage qui nous entraîne du côté de Brest. Victor, c'est ce robot sous-marin concentré de technologie capable de plonger à 6000 mètres de fond. Avant d'appareiller tous ces équipements, on peut y aller pour les verticaux, doivent être testés. C'est bon dans un sens à tribord. Les moteurs, la rampe de lumière ou encore les bras, des outils conçus sur mesure pour explorer les fonds marins. Car le terrain de jeu de Victor, c'est l'océan profond, plus de 1000 mètres de profondeur. Un environnement très difficile d'accès et largement inexploré, moins connu que la surface de la Lune. Au milieu de l'Atlantique, Victor a filmé ces cheminées qui fument, où vivent de nombreuses espèces animales. Les scientifiques cherchent à comprendre comment la vie s'y développe et quels types de minéraux et de métaux sont présents. Retour à Brest, chez les scientifiques de l'Ifremer. Pierre-Antoine Descendier, biologiste, recense les micro-organismes qui vivent autour de ces nodules polymétalliques. Je regarde dans ces échantillons les organismes qui m'intéressent et on a qui peuvent être enfouis là-dedans. Donc là, comme par exemple cet organisme-là. Ces nodules qui sont au fond déjà, c'est le processus géologique le plus lent de la planète, donc qui mettent plusieurs millions d'années à se former. Et il y a des organismes qui vivent fixés sur ces nodules. C'est la présence de ce substrat dur qui permet à la vie de se fixer dans un endroit où normalement elle ne pourrait pas se fixer. France Culture, de Cause à Effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau. Reportage diffusé sur France 2 le 11 juin 2023. Voilà, on comprend que nous avons besoin aussi de connaissances de ces milieux extrêmes. On découvre environ 2000 espèces marines nouvelles par an. Il y aurait 10 millions d'espèces, du plancton aux grands animaux marins. Et puis, il y a des coraux ou des zones qui sont tellement riches de cette faune. 25% des océans ont été cartographiés, mais seulement 5% des grands fonds marins ont été exploré. Qui veut réagir? Claire Nouvian. Ou Gaëtan. En fait, oui, je crois qu'on a de toute façon partage. On pourrait dire la même chose, j'imagine, parce qu'on est tous les deux fascinés par tout ça. On connaît très peu de choses. Malheureusement, quand on est actuellement dans un débat où, quand les gouvernements se sont mis à parler tout à coup, avec passion, d'exploration des grands fonds, on s'est dit, tiens,
c'est étrange que tout à coup, ils aient une forte envie d'explorer ces grands fonds, comme ça, pour la beauté de la recherche, alors qu'on sait bien que la recherche publique est en grande souffrance de manque de budget, qu'on a des post-doctorants qui sont précaires, etc. Et en fait, c'était un subterfuge pour masquer la ferme intention d'exploiter. Et en effet, avant d'exploiter, il faut explorer pour savoir où on met les pieds, où on va envoyer nos énormes machines qui vont littéralement faire exploser le fond de l'océan pour récolter les dépôts métallifères de cobalt ou alors aspirer des nodules polymétalliques qui se trouvent sur la plaine abyssale à 4000 ou 5000 mètres de profondeur. Et donc, en fait, il y a un enjeu évidemment industriel, puisque ce qui se passe avec cet enjeu de l'exploitation des minerais qui sont donc sous diverses formes et à divers endroits, y compris dans les dépôts des fumeurs chimio-synthétiques, donc ces grands fumeurs extraordinaires. Eh bien, l'enjeu, évidemment, c'est de savoir est-ce qu'on va reproduire éternellement les immenses ravages qu'on a causés déjà par nos cycles d'exploitation des hydrocarbures, puisqu'on est vraiment sur un même mode de combustion comme ça fossile. On va explorer, ensuite exploiter, ensuite détruire, ravager, polluer et en fait mener à l'extinction. Et ce sont toujours ces cycles-là. Et donc, tout le monde, que ce soit du côté des citoyens, des ONG, on est tous très mobilisés avec mes collègues d'une coalition pour défendre l'océan profond. Et on obtient beaucoup de pays qui sont en train de demander un moratoire sur l'exploitation des grands fonds marins, puisque en eau internationale, on est vraiment là, en 2025, ça va se jouer. Est-ce qu'on va décider enfin de respecter la seule zone de la planète qu'on n'a pas encore polluée, ravagée, dévastée, ou est-ce qu'on va ouvrir des permis miniers pour aller exploiter ces ressources, alors qu'on n'a pas été capable même de se mettre en durabilité sur l'ensemble des ressources qu'on utilise déjà, et ne serait-ce qu'en recyclage des ressources qu'on a extraites de montagnes. On a coupé des montagnes sur Terre, en Afrique, en Europe, partout. On a déjà exploité les zones qui étaient quand même accessibles, et maintenant on veut aller vers l'inaccessible. Puisque cet inaccessible, qui a longtemps été protégé de notre furie industrielle, est désormais accessible par la technologie. Et vraiment, ça chauffe en ce moment, parce que la France a dit qu'elle soutenait le moratoire contre l'exploitation des minerais, mais elle ne s'oppose pas fermement, et c'est ça qu'on attendait en ce moment, à la Norvège, qui, elle, avait dit qu'elle n'allait pas donner de permis minier dans ses eaux à elle, ses eaux souveraines, et est en train de se préparer à donner des permis miniers. Avec, imaginez, l'agence de sécurité nucléaire norvégienne qui nous dit « mais vous allez... » Enfin, il y a quand même un risque littéralement nucléaire d'aller faire des remous et d'aller libérer aussi tous les déchets radioactifs qu'on a quand même balancés allègrement dans le fond des océans. Donc on joue aux apprentis sorciers, mais c'est comme un scénario dystopique sans fin. Et on se dirait quand même qu'il faut quand même... Enfin, c'est bon, on a pris nos leçons. On est en 2024. On sait qu'il est temps d'arrêter ce genre de choses. Donc, ça se joue là. Il faut vraiment soutenir les ONG, notamment la Deep Sea Conservation Coalition, qui vraiment se mobilise contre l'exploitation des minerais, parce qu'on peut encore éviter cette horreur. C'est maintenant que ça se joue. Alors nous allons poursuivre bien sûr sur ces questions-là et entendre aussi un reportage juste après votre proposition musicale, Gaëtan Nock. Vous avez choisi de nous proposer ce soir Vincent Perani, c'est ça ? Oui. Avec un titre en particulier, What Power Art So. Voilà, c'est ça. Vous le reconnaissez en fait à l'oreille. Ah oui, à l'oreille. Voilà, c'est surtout ça. Et alors, je dessinais pendant... Alors justement, j'allais vous poser la question, quelle est la raison de ce choix spécifique ? Si on l'écoute jusqu'au bout, et là c'est un peu long pour la radio, mais en fait il y a une progression. Alors ça reprend une musique de Purcell, musique baroque, et donc pour moi c'est un peu le tempo, le dessin pour moi c'est un rythme, c'est une musique, et la BD c'est lié aussi au temps. Oui. À l'espace et au temps. Et alors, j'écoute pas tout le temps de la musique quand je dessine, mais par moments, ça me porte. Et pour cet album en particulier ou pas ? Oui, alors notamment celle-là. Des fois, je me la passais en boucle parce que il y a une montée comme ça en acmé, qui va vraiment quelque chose de très fort.
Et puis, ça associe musique jazz contemporain, hein, lui il est plutôt dans cette mouvance-là, et musique baroque. Et c'est un petit peu ce que je recherche, moi, dans mon travail, en fait. Et alors, je précise, avant de laisser justement la musique se dérouler, je précise quand même que votre album, il est tout en bleu, bleu et avec des nuances de bleu, bleu profond, infini, bleu lumière aussi. Finalement, on n'imagine pas que du bleu au noir, on est vraiment dans l'océan grâce à votre touche, mais aussi à ce jeu des bleus et avec une luminosité assez incroyable. Moi, je suis content que vous disiez ça parce que bon, déjà dans l'océan, d'un point de vue naturaliste, c'est vrai que le jaune et le rouge disparaissent rapidement pour arriver au bleu, puis ensuite c'est le noir le plus profond. Mais le bleu, dans mon travail de bande dessinée, il accompagne la plupart de mes romans graphiques. Et ce qui m'intéresse, c'est que c'est une couleur lumière, en fait, et qu'on peut aller sur des bleus très profonds qui restent toujours lumineux, et sur des bleus très clairs. C'est-à-dire que c'est une couleur qui supporte vraiment des gammes de valeurs très vastes. Une infinité de voilà, bleus dans cette ivresse de profondeur. Voilà. France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau. Et c'est la suite de Deux causes à effet, le magazine de l'environnement sur France Culture. Nous sommes en direct et sur l'océan et ses grands fonds, ses mystères et ses richesses, eh bien, nous entretenons avec nos deux invités à l'occasion du festival Atmosphère qui a lieu à Courbevoie. Avec nous Claire Nouvian, fondatrice de l'association Bloom en lutte contre la destruction des océans, et puis Gaëtan Nock, auteur, dessinateur de BD et notamment auteur, compositeur, on peut dire, puisqu'il y a cette musique aussi que vous avez choisie, de l'album Octopolis, paru aux éditions Daniel Maguen. Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour vous dire que dans votre BD, Gaëtan Nock, il y a aussi des requins marteaux, une espèce en danger, pêchés pour leurs ailerons. Et là, c'était aussi une volonté pour vous d'interpeller. Oui, à travers ce récit à intrigue, évidemment, je voulais faire émerger des questionnements. Et à un moment, en effet, Mona plonge avec Thomas dans cet insubmersible qui existe. Hein, c'est le Triton qui descend à 4000 mètres de profondeur, qui est produit par les Américains. Et en effet, ce que j'ai lu, c'est que les requins marteaux descendent très bas en profondeur, comme les cachalots en fait. Et ils peuvent aller jusqu'à 1000 mètres. Et on sait que les requins sont une espèce en voie de disparition à cause tout simplement d'une histoire de soupe dans laquelle on met des ailerons. Alors, ce n'est pas... Et c'est des espèces de traditions séculaires qui restent comme ça et qui font beaucoup de mal à long terme. Ce n'est pas sans faire penser bien sûr au capitaine Paul Watson, actuellement emprisonné au Groenland. Écoutez cet extrait d'une interview donnée à l'équipe de France 2 depuis son lieu de détention au Groenland. C'était dans le journal de 20h du 27 septembre 2024. Cet été, le Japon a lancé sur les mers un bateau-usine, un baleinier capable de stocker et découper 200 cétacés en une seule campagne. C'est pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Parce que les gouvernements du monde ne font rien pour faire respecter le droit international de la conservation. À quoi servent les traités, les règlements et les lois s'ils ne sont que sur papier et que personne ne les applique? Vous pourriez être envoyé au Japon. Si c'est le cas, pensez-vous toujours que tout ce que vous avez fait en valait la peine? J'en suis fier, je n'ai aucun regret.
J'ai pris des risques incroyables durant tout ce temps, et je prends toujours ces risques. Je pense qu'ils en valent la peine, car si nous ne pouvons pas protéger les baleines, les dauphins, nous ne pourrons pas protéger la vie sauvage dans l'océan, et l'océan n'y survivra pas. Si l'océan meurt, nous mourrons avec lui. Nous ne pouvons pas vivre sur cette planète avec un océan mort, c'est aussi simple que cela. Claire Nouvian, une réaction. Alors, on peut peut-être préciser, pour ceux qui ne connaîtraient pas le capitaine Paul Watson, qu'il est fondateur de Sea Shepherd, et donc qu'il est sous le coup d'un mandat d'arrêt, en tout cas lancé par le Japon notamment, et que le Japon demande son extradition. Ouais, c'est une catastrophe. Je pense que, je sais pas, j'espère que nos enfants regarderont cette époque en se disant ils étaient fous. Ils étaient fous, voilà, un homme qui protégeait les baleines, il en reste si peu. Elles sont en train de mourir de faim, par ailleurs, parce qu'on a quand même vraiment vidé l'océan et que le changement climatique vient taper dans des écosystèmes qui sont eux-mêmes plus du tout résilients. Et en fait, on a besoin d'écosystèmes qui sont en bonne santé pour absorber le choc du changement climatique. Donc voilà, mais après, ça nous amène... j'ai quand même bon espoir que ça donne des effets, parce que la mobilisation est gigantesque autour de Paul Watson. Ça me fait aussi penser à tous les autres militants écologistes, parce que notre sort est devenu vraiment très brutalisé. En fait, il y a une forme de changement dans la façon dont on est traité. Vous savez que les militants de l'A69 se font houspiller, martyriser par la police, parce qu'ils se battent contre une autoroute complètement absurde. Vous avez vu que Phoebe Plummer et Anna Holland, des deux étudiantes jeunes de 22 et 23 ans, ont pris 2 ans de prison ferme, en Angleterre, parce qu'elles ont mis de la soupe sur une vitre. L'Angleterre qui a effectivement une législation plus dure vis-à-vis de ces actions. Et on se dit, mais c'est complètement ridicule. Donc je pense que ça donne... J'espère qu'on va revenir de tout ça, en fait. Par moment, quand j'ai envie d'être optimiste, c'est pas tous les jours, mais quand j'ai envie d'être optimiste, je me dis, OK, c'est un système qui est en train de disparaître, qui est un système moribond. Le capitalisme est allé au bout de sa folie destructrice. Et donc, c'est ces derniers soubresauts avant disparition. Et c'est l'espoir que j'ai. C'est que d'ici 20 ans, 30 ans, de toute façon, ça va s'arrêter. Donc, la question, c'est est-ce que c'est 20 ans, 30 ans et on peut encore préserver beaucoup de choses, y compris notre dignité, le principe même de la solidarité, ou est-ce qu'il y aura beaucoup de dégâts entre... Voilà, c'est un peu la question que ça pose. Vous parliez du réchauffement climatique qui atteint l'océan plus profondément. D'ailleurs, maintenant, on voit bien qu'en descendant plus profondément dans l'océan, on voit les atteintes justement les effets du réchauffement climatique. L'océan, il faut rappeler, il joue le rôle de régulateur du climat par sa capacité à absorber le CO2 à hauteur de 30% du CO2 émis dans l'atmosphère. Ce n'est pas rien quand même. Non, il a absorbé déjà historiquement plus de 90% de nos excédents de chaleur. C'est-à-dire ce qui est déjà... Et en absorbant nos excédents de chaleur, on peut dire « Ah chouette, merci l'océan ». Alors déjà, on peut se dire ça, mais il se trouve qu'en absorbant nos excédents de chaleur... Lui, il se malmène. On a réchauffé les eaux de façon absolument vertigineuse, que quand on se retrouve avec des canicules marines, il y a évidemment l'effet de mortalité de masse animale qui se passe sous l'eau, mais il y a aussi le réchauffement des eaux. Le réchauffement des eaux, ça veut dire que ça a des effets immédiats sur la météo, et en fait, ça génère... En fait, il faudrait se dire maintenant que derrière chaque inondation, derrière chaque sécheresse, derrière chaque incendie, il y a notre façon de malmener l'océan, puisque ce grand régulateur thermique, le grand redistributeur des excédents de chaleur, de la radiation solaire, de l'humidité, ce qui fait que la planète est vivante, c'est parce que l'océan assume cette fonction de répartition de ce qu'il faut de chaleur et ce qu'il faut d'humidité. Et donc l'agriculture, la stabilité du climat, tout ça, on est en ligne directe, on a une ligne de vie qui est directement branchée sur l'océan. Et à force de le malmener, eh bien évidemment, on est en train de passer dans une bascule qui est historique. Enfin, vous voyez, en 2023, on est quand même sur déjà 1,5 degré de réchauffement à l'échelle de l'année entière. On est sur des réchauffements des eaux qu'on n'a jamais vus auparavant. On est sur l'effondrement des puits de carbone terrestres qui n'absorbent plus qu'un quart de ce qu'ils absorbaient auparavant. L'UNESCO nous avait prévenu qu'on pouvait arriver à un moment où l'océan, au lieu d'absorber nos excédents de CO2, pouvait se mettre à émettre du carbone. Donc là, en fait, c'est le rideau de fin.
Et on s'approche dangereusement de ce moment-là, qui est très difficile à prévoir, puisque tous les scénarios des climatologues du GIEC nous ont toujours dit, nous, on fait des scénarios à partir de choses quantifiables. Maintenant, si vous voulez qu'on vous dise la vérité, c'est que le changement climatique va générer des effets et des boucles de rétroaction. Et les boucles de rétroaction sont déjà à l'œuvre. Et donc, l'effondrement des puits de carbone terrestre, c'est déjà une boucle de rétroaction qui, elle-même, accélère le changement climatique. Donc, on est parti comme sur un touchous, sur une plaque de verglas, avec un mur en béton qui nous attend au bout. Quoi. Bon, mais effectivement, vous disiez que vous aviez besoin de retrouver un peu de lumière au bout du tunnel. Ouais, la lumière, c'est l'action. Oui. La lumière, c'est le bon sens citoyen, c'est la beauté que chacun a potentiellement en lui, que certains ont un peu plus que d'autres. Et c'est ça, en fait, la beauté du fait que tout est en train de bouger très vite quand même. On va en parler. Alors juste après quand même un dernier son que nous voulions vous proposer, puisque les abysses sont directement liés à ce qui se passe au-dessus, bien sûr, et à l'exploitation massive de l'océan. Ils ne sont plus protégés de la prédation humaine. Écoutez ce reportage diffusé sur France 2 le 26 juillet 2023. À Brest, l'Ifremer a conduit plusieurs expéditions dans ces abysses. Elle a pu remonter cette cheminée. Ce géologue analyse les métaux qui s'y trouvent. On a plusieurs minéraux. Donc les minéraux qui sont riches en zinc, c'est ceux qui sont gris ici. Et en cuivre, c'est ceux qui sont à la couleur un peu jaune. On a aussi des éléments un peu invisibles, dont le cadmium et le sélénium. Aujourd'hui, seule l'exploration scientifique est autorisée dans ces zones océaniques. La plus prisée, Clarion-Clipperton, là où l'on trouve ces nodules, sortes de pommes de terre noires posées sur le sable. Riches en cuivre, nickel, cobalt et manganèse. Des métaux qui servent à la construction des batteries de voitures électriques et des éoliennes. Des nodules sur lesquels vivent une biodiversité encore mal connue et fragile. Si on commence à altérer une zone, on a la quasi-certitude que l'ensemble de l'océan va être finalement altéré. Le problème, c'est qu'on ne sait pas en combien de temps et dans quelles conséquences. Face au manque de connaissances, la France a décidé d'interdire toute exploitation. Cette compagnie canadienne qui a déjà dépensé des milliards de dollars pour explorer ses fonds. Le zéro dégât n'existe pas. Mais nous pensons qu'il y aura moins de dommages que sur une exploitation minière terrestre. Et puis, on ne peut pas aller vivre là-bas, ni faire pousser quoi que ce soit. Alors, quelle autre alternative ? Alors, qui veut réagir à ces propos ? Allez, Claire Nouvian, et ensuite je me tourne vers Gaëtan Nock. Écoutez, moi ça me choque. Et puis j'ai plus beaucoup de patience, j'avoue, pour les chercheurs qui servent la soupe au système politique et industriel. J'ai envie de leur dire, allez retrouver votre dignité. Voilà, merci. Et là, l'industriel canadien. Oui, en fait, c'est et puis le système scientifique qui accompagne tout ça. Hein. Enfin, et donc on sait très bien que l'exploitation va être absolument désastreuse, que les nuages de fumée vont absolument étouffer l'ensemble des communautés benthiques, de l'ensemble des communautés animales qui vivent là. On a, au moment de la conférence des Nations Unies sur l'océan, il y a 3 ans à Lisbonne, j'ai eu un post sur Instagram qui a énormément marché, c'était trop chouette, sur le deep sea mining, donc cette extraction des minerais, en interpellant Emmanuel Macron. 200 000 partages, 10 millions de vues, cellule de crise à l'Élysée, et Emmanuel Macron a décidé de s'engager pour interdire l'exploitation, prendre une position de la France, et on adore quand ça se passe comme ça. Et donc je rappelle en tout cas aux citoyens donc qu'on a une échéance 2025 très claire et qu'il ne faut pas, en fait, je ne vais pas vous embêter avec les processus de gouvernance internationale autour de ça, mais en fait l'autorité internationale des fonds marins qui décide ou non d'adopter ou non un code minier, et s'ils adoptent un code minier, ça veut dire que le coup est parti et qu'on ne pourra plus le récupérer. Et donc maintenant, voilà, on sait que Emmanuel Macron est capable de prendre des décisions de ce genre. Il l'a fait pour le deep sea mining, pour l'extraction des minerais. On attend de lui qu'il fasse la même chose pour la protection des 30% qui sont supposés être protégés en France, mais qui sont à
99%, en fait, voilà, la France exploite 99% de sa zone maritime. Alors, en laissant ça ouvert aussi. Il y a différents degrés de protection. industriels. Protection plus ou moins forte, apparemment. Voilà, Enfin, en bon, fait, il y a des alors, nous, nuances. en tout cas, nous, en France, on a 99%, plus de 99% de nos eaux qui sont exploitées par les pêcheurs industriels, Donc, qui font non aussi des protégés. ravages. Et on voudrait que les 30% que la France affiche soient des vrais 30% et non pas 0,1% de protection. Donc, en fait, ce sujet sur l'extraction des minerais me rappelle qu'en fait, notre président peut prendre des décisions unilatérales comme ça, comme il l'a fait pour l'extraction des minerais. J'aimerais qu'il le fasse pour la vraie protection des aires marines dites protégées. Appel lancé. Gaëtan Nock. Alors moi, la dernière partie, je reviens à mon album Tout à fait. et le contexte de Clipperton, parce que la dernière partie se passe là, dans cette zone du Pacifique, et où on sait qu'aujourd'hui, les enjeux géopolitiques, géostratégiques sont énormes. Il y a des gros poissons là-bas. Et il y a cette île de Clipperton qui appartient à la France, qui fait que la France est quand même le deuxième pays au monde à comment on appelle ça, à posséder la plus grande zone maritime. Oui, tout à fait. C'est derrière les États-Unis. Et donc mon histoire, évidemment, je voulais donner une visibilité à l'invisible et notamment à cette exploitation des minerais dans ces plaines abyssales qui sont remplies je crois que c'est des centaines de millions de tonnes de nodules polyméthaniques. Donc évidemment que pour les industries, le calcul est facile. Ah oui. Je voulais montrer ces machines, qui sont des espèces de râteaux aspirateurs, donc qui évidemment sucent tous les nodules, mais tous les sédiments qui vont avec. Ça remonte par des tuyaux jusqu'à une sorte de cargo bateau qui va rejeter ensuite dans la mer ce dont il n'a pas besoin. Donc ce qui crée, c'est pour ça que je le montre un moment dans le passage, des espèces de nuages comme ça, complètement surréalistes au milieu de l'eau. Et c'est ça, en fait, je veux montrer d'une manière sensible tous ces monstres qui ravagent les fonds marins, d'autant plus que, et c'est vrai que Claire le rappelait, on n'a aucune idée de la résilience. Quelle est la résilience de tous les systèmes qui vivent, tous les écosystèmes qui vivent dans ces fonds? On n'en a aucune idée. Alors il y a sûrement des chercheurs qui travaillent là-dessus, mais en tout cas ils sont sûrement très 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 isolés face aux mastodontes industriels. Ah oui. Et alors si je ne m'abuse, vous me dites si je fais une erreur, vous ne parlez pas de la pollution plastique? Non, on mais peut pas tout dire, c'est ça? On peut pas tout dire. Et puis la pollution plastique, elle est un peu partout. Elle n'est pas que dans le Pacifique. Parce qu'en fait, il n'y a pas si longtemps, on en a retrouvé justement jusque dans les grandes profondeurs, ce qui a beaucoup étonné d'ailleurs ceux qui ont découvert cela, mais en se disant qu'elle est effectivement partout, elle descend très très profondément. Dans tous les organismes, c'est une pollution absolument désastreuse. On retrouve, oui, partout. Oui, on l'ingère de par la la chaîne alimentaire. Des bébés, on le retrouve dans les poissons à 11 000 mètres de profondeur. Enfin, c'est cette fragmentation. Le plastique se fragmente sous l'effet du soleil. Donc, c'est des micro-particules qu'on va retrouver absolument partout, dans toutes les chaînes alimentaires, dans tous les écosystèmes, comme les PFAS. Voilà, les polluants éternels qui ont été mis en lumière par Stéphane Aurel. Camille Etienne s'était beaucoup mobilisée. Stéphane Aurel, grande journaliste au Monde. Oui, elle a fait des enquêtes incroyables. Et Camille Etienne a donné aussi de la lumière justement aux travaux de Stéphane Aurel, notamment. Stéphane Mandard aussi, et Stéphane Foucard, voilà, trois Stéphane, mais du journal Le Monde. Et ils nous ont montré que c'était une contamination, la contamination de nos écosystèmes est vraiment est totale. En fait, on est vraiment dans une pollution universelle maintenant. Bon, voilà, c'est vrai qu'on n'a pas que des bonnes nouvelles. Non, mais on peut quand même dire que l'océan et les grands fonds sont plus que jamais à protéger parce qu'il y a aussi dans l'océan une nouvelle pharmacopée qui est là aussi pour nous aider. En fait, si on détruit tout, on détruit aussi des algues ou des espèces qui peuvent être la vie pour nous.
Bien sûr, puis notamment les éponges. Vous aviez un sujet qui ouvrait sur les éponges. Enfin, Tout à fait. quelqu'un se demande mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Est-ce que c'est une éponge ou autre chose? Et en fait, les éponges profondes, notamment, elles ont des capacités de résistance à des milieux extrêmes. En fait, on a vu qu'il y avait des molécules qui pouvaient aider sur les traitements anticancéreux. En fait, donc oui, dès qu'on regarde le vivant, il s'est adapté depuis des millions ou des dizaines ou des centaines de millions d'années. Et donc évidemment, tous ces organismes vivants ont des tas de choses belles à nous offrir, y compris sous forme de solutions très utilitaristes pour nos petites personnes. Mais oui. Gaëtan Nock, vous vouliez réagir parce que les éponges. Oui, les éponges, parce que j'ai représenté les fameuses éponges de verre sur les plaines abyssales, là, où il y a les nodules polymétalliques, et je les ai découvertes en faisant des recherches, et c'est très très beau, c'est un très beau tressage. Et puis je pensais aussi à ces organismes qui vivent en symbiose aussi, notamment les fameux riftia, les vers de 2 mètres de haut, qui sont, paraît-il, à l'origine de la vie, en tout cas autour de ces fameuses sources hydrothermales assez fantastiques. Et en effet, là, le monde vivant vit en symbiose, donc on n'est pas forcément dans des rapports de force, finalement. Et c'est rassurant, parce que c'est ce qui est à l'origine de pourquoi on est là. Qu'est-ce qui vous a le plus subjugué, peut-être, en faisant cette démarche aussi, cette quête de savoir plus, de comprendre sur quoi cherchaient justement ces spécialistes rencontrés L'intelligence des poulpes est assez fascinante, parce qu'il a un cerveau central, et en même temps il est capable de subdiviser ses actions avec des embryons de cerveau qui sont aux prémices de chacun de ses bras. Donc il est capable de déléguer finalement ce que nous on n'est pas capable. Nous on est très centralisé en fait, avec des sous-parties bien sûr. Mais et puis les yeux, les regards. De toute façon, le regard des animaux est fascinant. Et vous savez que c'est la journée mondiale du poulpe aujourd'hui. Ah voilà, vous voyez. Ouais, et on a écrit justement une lettre avec d'autres ONG au ministre espagnol Luis Planas, parce qu'il subventionne avec de l'argent public le développement de fermes de poulpes, l'animal le plus intelligent qu'on met dans des boîtes et dans des concentrations, alors que c'est un animal solitaire, on le force à cohabiter avec beaucoup de congénères. Enfin, et il y a énormément de pertes en plus. Il paraît-il qu'il y a 20-30% de pertes, mais c'est pas grave, ils sont quand même gagnants. Mais c'est comme le saumon, on est entre 16 à 25% de mortalité. C'est des millions de saumons chaque année qui meurent dans les fermes norvégiennes. Enfin, vraiment, rendez service à la planète, arrêtez de manger des saumons et du poulpe. Alors du coup, justement, vos rêves d'un monde plus kantien, Claire Nouvian, l'humanisme, l'harmonie, la paix. Oui, je pense que c'est vraiment, je pense que ce sont des moments de bascule. Enfin, je trouve l'époque est désespérante. Elle est dure pour tout le monde. Je pense les gens qui sont conscients, ceux qui vivent éveillés, ont des moments où ça flanche un peu. Même s'il y a de beaux engagements. Mais en fait, moi, je ne crois qu'à ça. Je crois qu'à l'action. C'est pour ça qu'on ne fait qu'agir chez Bloom tout le temps. On est dans le combat. Où il y a beaucoup de jeunes, d'ailleurs. La plupart ont moins de 30 ans, je crois. Oui, très, très jeunes. Et beaucoup de chercheurs aussi, des docteurs ou des personnes issues de grandes écoles. Vous voyez ça quand même, cet engagement-là aussi. Oui, clairement. Les jeunes ont besoin d'être dans l'action et de se dire mais c'est leur avenir qui est quand même mis en péril. Donc, c'est une époque qui est aussi intéressante parce qu'en réalité, les choses bouge très vite. Alors très vite dans le mauvais sens, malheureusement, avec le changement climatique. On a perdu la course de vitesse. Mais ça bouge du coup très vite dans les mentalités. Oui. C'est-à-dire que des idées ou des concepts qui mettaient des dizaines d'années à s'établir, aujourd'hui, on critique le capitalisme. Ça y est, c'est devenu quelque chose de courant. On l'a fait à votre micro. Très bonne émission que je conseille avec Gauthier Chapelle et Éloi Laurent. Ou avec Cory Saito, effectivement, en plusieurs émissions. Merci de nous faire la pub. Allez, avant de se quitter, Gaëtan Nock, le prochain sujet, vous avez un projet comme ça en lien avec certaines zones géographiques spécifiques? On va partir en Arctique. Voilà, on va partir du côté du cercle polaire et en Sibérie. Et là aussi, il y a une histoire d'exploitation de minerais. On n'en dit pas plus, on découvrira ça avec votre travail. Merci à tous les deux. Claire Nouvian, je renvoie sur le site de Bloom, bien sûr. Gaëtan Nock, à découvrir votre album Octopolis, paru aux éditions Daniel Maguen. Et puis aussi l'exposition de la sélection des meilleurs dessins, en tout cas, prolongée jusqu'au 18 décembre. On vous retrouve tous les deux à Courbevoie dans le festival Atmosphère
Atmosphère, qui se tient du 9 au 13 octobre, dédié aux enjeux, aux solutions du développement durable, où vous serez bien mis à l'honneur, et Claire Nouvian, en marraine, aux côtés de Swan Arlo, le parrain aussi de cette édition, et à découvrir bien sûr votre exposition et une autre exposition. Je voudrais renvoyer sur l'exposition permanente sur les abysses à l'aquarium Nausicaa, le plus grand d'Europe à Boulogne-sur-Mer. Merci à tous. Bien sûr, le site franceculture.fr, rubrique de cause à effet, est là pour répondre à toutes vos envies.